Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la chaîne de l'Excellence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET n'a pas rendu son verdict dans le dossier de Steve Amoussou, supposé frère Ronvi, ce lundi 26 mai 2025. Le point de l'audience dans cette édition. À moins d'un an des élections générales de 2026, le code électoral modifié le 15 mars 2024 ne fait toujours pas consensus. L'opposition, la société civile le dénonce ouvertement et demande sa relecture. Vous suivrez dans ce 19h les propos de l'honorable Amand Gansset du Parti Bloc républicain lors de son passage sur l'émission Info Hebdo de Zaï TV, notamment les dispositions de l'article 146 du nouveau code. En prélude aux journées FIFA du mois de juin 2025, Gernot Rohr, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, a rendu public une liste de 30 joueurs pour défier les Lions de l'Atlas du Maroc en amical. Plus de détails dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Steve Amoussou a comparu ce lundi devant la CREIET où il espérait entendre la décision finale dans l'affaire Frère Ronvi. Présumé coupable de plusieurs délits dont harcèlement par voie électronique, diffusion de fausses nouvelles et provocation à la rébellion, celui que la justice présente comme le chroniqueur Frère Ronvi devra finalement patienter une semaine de plus. Selon les informations, la Cour a décidé de reporter le verdict au 2 juin 2025. Cette prorogation implique le retour en détention de Steve Amoussou. Dans ce procès, le ministère public a requis à son encontre 2 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de francs CFA. Pour rappel, Steve Amoussou avait été arrêté à Lomé au Togo avant d'être remis aux autorités béninoises. Les conditions de son arrestation et transfert au Bénin ont déjà fait l'objet d'une décision de justice. Parlons éducation dans cette édition. À une semaine de l'examen du certificat d'études primaires de 2025 au Bénin, on en sait plus sur les statistiques officielles. Selon une note du directeur des examens et concours, en date du 23 mai 2025, 271 890 candidats, dont 131 660 filles, vont composer cet examen, soit une hausse de 5,81% par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le ministère des enseignements maternels et primaires a aussi enregistré 98 candidats à besoins spécifiques répartis comme suit: 21 malvoyants, 16 élèves infirmes, moteurs cérébraux et 61 malentendants. Ces candidats composeront dans 805 centres sur l'ensemble du territoire national. Selon les statistiques des autorités, toutes les dispositions sont prises pour l'organisation optimale de cet examen. Cela annoncé à l'entame de cette édition, à moins d'un an de la fin du mandat du président Patrice Talon, les tensions et les discussions entourant les élections générales s'intensifient au sein des états-majors des partis politiques au Bénin. Le député Amand Gansset du parti politique Bloc républicain a profité de son passage ce samedi 24 mai 2025 sur l'émission Info Hebdo de ESAE Télévision pour revenir sur la relecture du code électoral, notamment les dispositions de l'article 146 du code. Il était aux côtés de son collègue de l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Maxence Diego, du président du FONAC Jean-Baptiste Elias et du député Midofi Antonin Ronga, député du parti Les Démocrates. On le suit. Quand mon collègue parle de code électoral qui va créer des problèmes, moi je m'inscris en faux. Aujourd'hui, quel est l'objectif
visé par ce code électoral. Dites-le nous. L'objectif, c'est que désormais, qu'il y ait des partis d'envergure nationale. Nous ne voulons plus avoir des partis qui ont un enracinement départemental, communal. Il faut que désormais, les partis puissent avoir l'ancrage national. Et c'est ça l'objectif du code. Lorsque un parti est incapable de se faire représenter tout au moins dans chaque circonscription électorale, ça voudra dire que ce parti n'est qu'un parti sur papier. Puisque lorsque nous voulons amorcer le développement d'un pays, il faut nécessairement que, sur le plan politique, les élus qui doivent accompagner le développement du pays, il faut que ces élus soient des représentants au plan national. Je voudrais d'abord aller à l'Assemblée nationale pour dire, le mandat du député est non impératif. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que le député, dès qu'il est élu, il a le droit d'exercer sur tout l'étendue du territoire national. Voilà que c'est un parti qui a envoyé ce député à l'Assemblée nationale, et ce parti n'existe qu'à Cotonou ici. Donc pour éviter cet état de choses, nous avons instauré dans le code ce que vient de dire mon frère Amé. Nous avons instauré un seuil d'éligibilité pour que désormais les partis puissent quand même tout au moins un seuil jamais atteint par le passé au Bénin. Vous savez, je n'aime pas faire l'analogie parce qu'il ne faut pas comparer puisque tout évolue. En politique, tout est dynamique. Tout est dynamique. Tout est dynamique et puis on ne peut pas rester de façon constante dans la même rubrique en politique. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il y a un code qui est régenté exclusivement pour la mouvance. C'est ce que défend l'opposition. Pas du tout. Mais je dois vous dire... Il a parlé de l'accord de gouvernance tout à l'heure. Il a parlé de l'accord de gouvernance. Et je vais revenir même sur les 20% dont il a parlé. Sur les 20% d'abord, ça dit il faut qu'on explique ça à la population. Parce que on parle du 20... L'article 146 parle donc 146. De 20% du suffrage valablement exprimé. Le suffrage valablement exprimé, c'est le nombre de votes moins les bulletins nuls et les bulletins blancs. Donc, sur 100% donc, du suffrage valablement exprimé, on demande aux partis politiques de mobiliser juste 20%. Je donne un exemple. Si l'UP et le BR se mettent ensemble pour mobiliser 20%, il va rester encore 80% en jeu. Si le parti du peuple est incapable d'aller mobiliser 20% dans les 80%, donc il y a un problème. Toujours dans le même contexte, l'honorable San Diego, tout comme son collègue du bloc républicain, l'honorable Amangansé, s'est prononcé au cours de l'émission Info Hebdo sur les dispositions de l'article 146 du Code électoral. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. De 2004 à 2018, nous avions 295 partis politiques au Bénin. Chemin faisant, avec l'enclenchement de la réforme du système partisan, nous sommes descendus à 18. Et en temps, il y a eu des fusions de partis. Et certains partis ont été radiés. Ils ont demandé, il y a eu des décisions du gouvernement qui ont radié certains partis pour en créer d'autres. Et ce faisant, nous sommes arrivés à 11 partis politiques. Aujourd'hui, en janvier 2025, nous avons 11 partis politiques. Et de ces 11 partis politiques, vous avez 4 qui se réclament de la mouvance présidentielle. Vous avez 5 qui se réclament de l'opposition. Il y a 2 qui ne se prononcent pas. Voilà la réalité et voilà le chemin que nous avons parcouru. Nous sommes tous d'accord que cette frénésie politique de partis politiques n'était pas porteuse de développement et nous sommes tous d'accord de ce qu'il faut valider ça. Et nous l'avons validé. 295 à 11. À 11 n'est-ce pas suffisant? Pourquoi corser davantage les textes? Très bien. Et la démonstration dont vous avez parlé, c'est une projection. Hein? Et ça va en contradiction avec ce que mon aîné a dit en début d'émission, qu'il est là pour la paix. Si nous sommes là pour la paix, nous n'allons pas appeler les Sheba ou Wahala, comme on disait dans notre pays. Moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir de lire dans le cristal, mais je dis que cette démonstration nous amène à nous inquiéter, peut-être, mais surtout nous amène à saisir l'opportunité que constitue
cette coalition parlementaire que la loi a intégrée dans son dispositif. Je prends les statistiques que vous avez proposées. Nous suivons tous le football. Des fois, nous finissons un match et une équipe peut avoir les meilleures statistiques et être battue. C'est les règles du jeu. Et si je suis de ce parti, pour répondre à votre question, je saurais que dès le départ, que si je n'ai pas les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, je ne serai jamais déclaré. Et c'est pour cela que la loi dispose qu'avant d'aller aux élections, l'opportunité nous est réservée d'aller en coalition parlementaire, accord de coalition parlementaire avec qui nous voulons. Et ceci étant, si nous parlons les mêmes langages, si nous sommes peut-être dans la même philosophie politique et si nous sommes du même bord politique. Qu'est-ce qui empêche l'équipe A ou le parti A d'aller en coalition au départ? C'est de leur faute s'ils ne sont pas allés en coalition, parce qu'il aurait fallu qu'ils aillent en coalition et dans une seule circonscription où ils ont 15% et qu'ils auraient gagné ces élections. La loi a disposé et la loi a offert des opportunités. Il revient même aux partis qui se disent minoritaires, qui ont peur. Mon collègue du BR disait, quand on se clame et quand on crie à tue-tête qu'on est parti du peuple, on ne devait pas avoir peur de réunir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Donc, cette disposition vient renforcer ceci que si la loi peut paraître dure, l'opportunité est offerte à tous les partis de participer aux élections et de gagner les élections. S'il n'y avait pas cette disposition de possibilité d'accord de coalition parlementaire, je serais de votre avis pour critiquer ça. Invité à s'exprimer sur le parrainage du duo présidentiel, le député Amangansé a été interrogé sur une disposition qui semble restreindre le droit de parrainage des élus en les empêchant de soutenir un candidat sans la co-signation de leur parti. En réponse, l'honorable Amangansé a exprimé son désaccord avec le thème opté. Suivons-le à nouveau pour plus d'explications. Nous sommes toujours dans nos droits. Ok. Personne ne nous a ôté notre droit. Et lorsque... Donc vous pouvez là aujourd'hui dire que vous voulez parrainer un candidat des démocrates peut-être pour une inclusion. Oui, laissez-moi développer. Parce qu'on en a entendu parler en 2021. Laissez-moi te développer. On a juste parrainer d'autres formations. On a juste restructuré. Oui. On a juste restructuré ça, on a encadré ça. On a encadré le parrainage désormais. Pourquoi? Parce qu'à cause du parrainage, les gens vont jusqu'à escroquer les potentiels candidats. Mais il faut les sanctionner. Pourquoi nous allons continuer avec cette escroquerie politique qui invite certains députés ou certains élus à se rendre dans des pays voisins pour aller escroquer, arnaquer les gens, pour pouvoir leur prendre de l'argent afin de donner le parrainage? Alors, mais il faut encadrer parce que celui qui se fait arnaquer aussi dans l'image de ce qu'il veut être comme gouvernement. Non, mais écoutez, quand vous êtes dans le besoin, naturellement, celui qui se présente à vous, vous allez le satisfaire. Ah bon, donc... Bien sûr, mais c'est ça. Donc, quand vous êtes dans le besoin... Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous arnaquer aussi? Ça, non. Bah, en tout cas... Vous légitimez la corruption, ça? C'est une corruption électorale, si on peut le dire ici. Moi, je suis resté dans la ligne politique de mon parti du début jusqu'à la fin. C'est pas encore la fin, vous êtes encore député. Je suis encore député, mais par contre, il y a des élus qui ont tendance à dévier parfois. Alors, pour encadrer ça, il faut forcément mettre des balises. Et c'est ça qu'on a mis. On a juste mis des balises pour pouvoir encadrer cette disposition relative donc au parrainage. Pour que désormais, pour parrainer, il faut que ça soit un ensemble. Il faut que ça soit un ensemble. Que ça ne soit plus unilatéral. Parce que vous êtes allé sur une liste, la liste d'un parti politique. Et ce parti politique a une structure bien structurée. Et donc, vous ne pouvez pas aller parrainer. Nous qui sommes ici, nous les 3 députés qui sommes ici, ne sommes pas allés à l'Assemblée nationale indépendamment. C'est une liste qui a été notre support politique et qui nous a menés à l'Assemblée nationale. Oui. Et pourquoi nous allons agir? Nous allons prendre des décisions sans prendre langue avec notre parti politique. Et c'est tout. On ne peut pas nous faire signer à blanc le parrainage. Non, ça sera un débat qui sera mené au sein des états-majors de chaque parti politique pour que chaque député puisse donner son avis, chaque élu puisse donner son avis avant donc de signer le parrainage. Non. Mais c'est ça. Je ne sais pas si au niveau donc des LD,
on va les faire signer ça à blanc. Je ne crois pas. La preuve, jusqu'à présent, vous avez vu, on parle de désignation du duo présidentiel. Mais pourquoi LD, jusqu'à présent, n'a pas encore désigné le duo présidentiel? Ça veut dire que LD respecte les thèses de la République. LD respecte la dynamique. Et donc, quand on nous dit qu'on nous a arraché le parrainage, ça veut dire qu'on n'a aucun droit. On a toujours notre droit est toujours là, on a toujours le droit donc de parrainer. C'est pourquoi on veut signer. Si on nous a arraché le parrainage, on ne va plus signer. Vous avez signé un document, Merci on peut pas forcer la maire à signer un document. Parlons distinction dans cette édition. Le général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire du chef de l'État, portera officiellement sa nouvelle distinction de général de division de corps aérien le mardi 3 juin 2025. Selon les informations, la cérémonie de port de galon se tiendra dans l'après-midi au camp militaire de Daessa. Cette promotion consacre le général Bertin Bada comme l'officier le plus gradé de l'armée béninoise à compter du 3 juin 2025. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin CCRB a organisé une campagne de don de sang à la clinique universitaire de banque de sang du CNHU de Cotonou ce samedi 24 mai 2025. Il s'agit de la deuxième phase des activités de la semaine culturelle à l'occasion de la fête de l'unité au Cameroun. Quentin Moussou pour le reportage. Ce sang qui traverse le conduit de transfert en direction du culot globulaire est celui d'un Camerounais résidant au Bénin. Comme lui, plusieurs autres membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin ont participé à la campagne de don de sang, ici, à la clinique universitaire de banque de sang du CNHU ce vendredi matin. Le vivre ensemble que le Bénin nous offre nous demande aussi en retour de remplir notre devoir. Notre devoir, c'est d'apporter aussi notre contribution à ce que la vie sociale, à travers des dons pareils pour sauver des vies, soit effective et que nous puissions contribuer au bien-être de la population béninoise. Une tradition de la communauté camerounaise du Bénin depuis quelques années. Cette fois-ci, il s'agit de la deuxième phase des programmes des activités de la semaine culturelle à l'occasion de la fête de l'unité du Cameroun. Depuis la création de notre communauté au Bénin, nous avons toujours chaque année donné en minimum 120 poches de sang au CNHU pour sauver des vies humaines. Cette occasion spéciale, c'est la fête de l'unité nationale du Cameroun qui se fête chaque année le 20 mai, puisque c'est une date historique pour le Cameroun. Ce n'est pas la fête de l'indépendance, mais la fête de l'unification. Pour les Camerounais, c'est un acte important. Je suis là parce que je suis venu donner du sang. Parce que quand on donne du sang, c'est une vie qu'on a sauvée. Il faut dire que donner le sang, c'est donner un peu de soi, c'est donner la vie. Parce que il faut participer au fait que nous sommes contributeurs en tant que citoyens. Cette campagne de don de sang laisse place désormais aux autres activités de la semaine culturelle, dont la campagne de salubrité, les formations culinaires, la campagne de sensibilisation et de dépistage, la soirée gala et bien d'autres. Les associations et organisations réunies au sein du comité de veille citoyenne ont tenu samedi dernier une marche dénommée Marche pour la justice environnementale. C'était dans le cadre du projet Cotonou Respire et le but était de sensibiliser les uns et les autres sur les dangers de la pollution urbaine et les inégalités environnementales. Francis Fahmi pour le reportage. Sensibiliser les citoyens et interpeller les autorités sur l'impact de la pollution urbaine et les inégalités environnementales croissantes. C'est le but de cette marche dénommée Marche pour la justice environnementale. De la librairie Notre-Dame de Cotonou à l'esplanade de l'Amazone, les différentes organisations et associations réunies au sein du comité de veille citoyenne ont pris d'assaut la ville de Cotonou, scandant des slogans. Notre lutte a pour but de sonner l'alarme, de donner encore une alerte aux autorités pour réveiller leur attention sur la question de la pollution qui sévit à Cotonou et précisément à Ganri. Tous ceux qui viennent à Tokba, tous ceux qui viennent travailler à Cotonou sont donc exposés à cette pollution-là. Une fois de quoi encore, puisque l'État a déjà statué plusieurs fois sur le sujet, on voudrait encore faire ce plaidoyer, j'y arrive, pour leur demander
de mettre en application cette décision-là. Pour ces hommes et femmes, il est question d'inciter à la délocalisation d'usines installées dans le quartier de Ganri. Mettre un accent particulier sur l'exécution ou le respect immédiat des tests ou des décisions qui ont été prises pour la délocalisation de la société de ciment du Bénin SCB à Ganri. Il est temps maintenant que cette société se délocalise et rejoigne donc le site à Sémé qu'on lui a octroyé depuis plus de 21 ans. Maintenant, nous réclamons ce droit-là. Nous disons justice environnementale pour Ganri. Dans le rang des participants, la confiance règne. Les fruits pourraient porter la promesse des fleurs. Les moratoires sont donnés, mais les sociétés ne se déplacent pas. Aujourd'hui, nous marchons au nom des organisations de la société civile pour permettre aux restaurants, aux citoyens environnants de mieux respirer, de bon air, de vivre un environnement sain. Avec cette marche, je pense que l'objectif sera atteint. Et pour que l'objectif soit atteint, il faut que chaque citoyen s'engage pour cette lutte. Aujourd'hui, nous voulons l'air, nous voulons respirer l'air pur. Et je pense que les stratégies mises en place peuvent nous permettre d'y arriver. Et comme un CA l'a dit, si ça continue comme ça, c'est que le Bénin est parti, la pollution va partir. Des sentiments que partagent les organisateurs de cette marche. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 personnes qui sont mobilisées de Calavi, de Cotonou, de Porto Novo, de Sekandi. Plusieurs communautés se sont regroupées ici afin de réclamer cette justice. Pour nous, cette mobilisation dénote déjà que ce n'est pas une seule personne qui s'est levée pour réclamer justice. C'est toute une communauté, c'est tout un peuple qui s'est levé pour réclamer justice pour Ganri. Et pour nous, c'est déjà une satisfaction. La marche pour la justice environnementale de ce jour n'est pas le dénouement des actions du comité de veille dans le cadre du projet intitulé Cotonou Respire. D'autres actions sont déjà planifiées et sont en passe de voir le jour. Après cette marche, on va continuer à accentuer nos communications sur les réseaux sociaux. Des campagnes digitales qui vont suivre, sans oublier des concours qui ciblent beaucoup plus les autochtones du milieu pour leur permettre d'exprimer, une manière de leur permettre d'exprimer leurs besoins, leurs ressentis sur le sujet. Et il y aura également sans doute des activités d'ateliers qui vont encore regrouper des organisations pour faire le bilan et voir jusqu'où nous sommes. On ira encore jusqu'à rencontrer le ministre en question, le ministre de la Santé, en fait de l'Environnement et du cadre de vie, pour une satisfaction. Il convient de le notifier, le comité de veille citoyenne est une coalition d'organisations de la société civile et d'activistes. D'une célébration à une autre, la 3e édition du Festival international Hommage à Maman Noézan a démarré dans la soirée du jeudi dernier à Cotonou. C'était à la Maison du Peuple d'Agla, devant un parterre d'invités et d'autorités. Le point de la cérémonie de lancement avec Francis Fahmy dans cet élément. Et de Troyes, l'association culturelle Ségan vient de lancer la 3e édition du festival Hommage à Maman Noézan. Formation, jeux, soirée d'humour, le tableau de ce festival se veut alléchant. L'initiative a été planifiée et organisée avec passion par un comité qui l'a positionné dans le cadre de la fête des mères. Le programme de cette 3e édition s'annonce riche et alléchant, en découverte également et en partage. Pendant 4 jours, le festival mettra en lumière les mamans, leur amour, leur force et le rôle qu'elles jouent dans nos vies et dans nos sociétés. Pour l'édition 2025, les festivités porteront sur le thème « Célébrer nos mamans, c'est célébrer la vie ». Une vision que partage le parrain de l'événement, Luc Setonji Atroko. Sans elle, il n'y a ni avenir solide, ni développement humain durable. C'est pour cela que, depuis la première édition, j'ai apporté mon soutien sans réserve à ce festival qui place la reconnaissance des mères au cœur de nos préoccupations sociales et culturelles. À vous, Monsieur Prosper Bon, porteur de cette noble vision, je dis merci. Merci d'avoir su créer un cadre d'expression de gratitude collective. Cette 3e édition est également le lieu pour le ministère des Affaires sociales du Bénin de témoigner de son attachement aux valeurs que portent les mamans. Cette initiative remarquable nous réunit autour d'une vérité.
celle universelle, celle qui consiste à démontrer, à célébrer nos moments de leur vivant, reconnaître le sacrifice et honorer leur contribution inestimable à l'édification de nos sociétés. En ma qualité de directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral, je mesure chaque jour l'ampleur du rôle que jouent les maires dans le développement économique et social de notre nation. Le festival Hommage à Maman Noise en 2025, en plus de la célébration des mamans, offre également le ballet de différentes prestations culturelles et artistiques. Démarré ce jeudi 22 mai, le festival prendra fin ce dimanche 25 mai par une cérémonie de clôture suivie d'une soirée live. Canet Noir dans cette édition, les obsèques du journaliste Peggy Ludovic Dagba démarrent le jeudi 29 mai 2025 par une veillée de prière à son domicile au quartier Verdocor dans le 10e arrondissement de Cotonou. L'inhumation selon le programme des obsèques aura lieu au cimetière de Vassero à Ouida après une messe absoute à la basilique de l'Immaculée Conception. Pour rappel, Peggy Ludovic Dagba a tiré sa révérence le 18 mai 2025 des suites d'une courte maladie au CNHU HKM de Cotonou. Rédacteur en chef au groupe de presse Diaspora FM et d'NTV, Peggy Dagba fut journaliste au groupe de presse La Gazette du Golfe. Il était âgé de 52 ans. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. L'ancien président congolais Joseph Kabila est arrivé ce dimanche soir à Goma, principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo contrôlée par les rebelles du M23. Ce retour intervient 2 jours après une rare prise de parole vidéo de l'ancien chef de l'État depuis l'étranger, alimentant les spéculations sur ses intentions politiques. Les porte-paroles civils et militaires du M23 ont salué sa présence à travers des publications sur Instagram, qualifiant Joseph Kabila de soldat du peuple et d'homme respecté et respectable. Ce déplacement intervient alors que Joseph Kabila fait l'objet d'accusations de soutien aux rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs villes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Sport dans cette édition, pour boucler, les Guépards du Bénin ont entamé ce lundi le stage de préparation du match amical contre les Lions de l'Atlas du Maroc avec l'arrivée ce soir d'une vingtaine de joueurs sur les 30 convoqués. En conférence de presse ce dimanche, Gernot Rohr, le sélectionneur national, a donné des précisions sur son groupe. On note des premiers, des retours et des absences majeures. Suivons-le pour plus de détails. C'est une liste de 30 joueurs, car malheureusement on a 3 blessés qui sont absents. C'est Tosin qui a encore cette blessure à la cuisse, qui n'a pas pu terminer correctement son championnat avec Lorient. Mais il a fait champion de France, donc on le félicite, de 2e division. Ensuite, on a Andreas Huntonji qui est également blessé avec son club en Belgique et qui ne peut pas venir. Il a 1 mois de repos, voire des soins. Et on a Cédric Huntonji qui également est blessé et ne pourra pas être là. Donc malheureusement, il y a ces 3 joueurs qui ne sont pas là. Par contre, comme vous le voyez, nous avons plusieurs joueurs nouveaux qui sont là, qui ont leur chance. On voulait les voir. On a des joueurs locaux. Il y en a 5. On en a vu un hier qui a fait un bon match d'ailleurs, à Lotopopo, le gardien. Nous avons 3 joueurs qui viennent de quitter le championnat local il n'y a pas longtemps, qui sont en Géorgie, voire en Croatie, et 1 au Maroc. Donc ça fait 8 joueurs pratiquement originaires là, des clubs locaux. On est toujours attentif à ce qui se passe ici dans le championnat local et on suit au maximum les matchs avec mes assistants, bien sûr, Moussa Latonji qui est là, et avec également Raymond qui s'occupe des moins de 20 ans qui auront en même temps un stage qui va commencer le lendemain de notre stage à Porto Novo pour préparer le tournoi Wafou qui aura lieu au Ghana, comme vous le savez, du 15 au 30 juin. Donc on est en communication permanente. Et nous avons pas mal de jeunes joueurs. Il y a aussi le meilleur buteur qui est là, qui a marqué encore 2 buts hier avec son club. Donc on va voir à l'œuvre avec nous dans les entraînements Yarou Moussa. On a
Rachidou Razak aussi qui a sa chance, il nous a plu dans les matchs que nous avons observés. Et on a sinon des joueurs qui sont de retour, on va dire. Il y a Akinyola aussi qui a fait un bon parcours avec son club au Koweït, marqué beaucoup de buts. On voulait le revoir. Il a maintenant sa qualification 100% assurée par la FIFA, donc il n'y a aucun risque de se faire pénaliser avec un joueur qui a peut-être joué pour un autre pays avant ou qui n'a pas le droit de jouer pour nous. Donc on est tranquille par rapport à ça. Et on a aussi le retour d'Olivier Verdon. Olivier Verdon est le seul joueur pratiquement dans un club de haut niveau en Europe qui joue la Ligue Europa et qui a fait pratiquement tous les matchs dans son club. Il vient encore de remporter la coupe après avoir remporté le titre de champion. Eh bien, voilà, il sera là, mais il a encore un match le week-end prochain. Et il sera là après 1 ou 2 jours de repos. Il va nous rejoindre. Et il a une reprise avec son club déjà le 11 juin, c'est-à-dire le lendemain ou le surlendemain de notre match au Maroc. Son club reprend déjà le championnat de la saison prochaine. Donc pour vous dire que c'est très serré pour certains. Tous les cas sont différents. Il y a des joueurs qui ont arrêté déjà il y a une douzaine de jours, et à qui on a donné un programme d'entretien. Il y a des joueurs qui ont arrêté hier seulement, et il y a d'autres joueurs qui n'ont pas encore arrêté, comme notamment le joueur de Leipzig qui est de retour également, Ryan, qui a encore sa finale régionale à jouer, finale de coupe, et aussi les playoffs pour la montée. Donc c'est important pour Leipzig d'avoir encore ce joueur-là. Donc on ne l'aura pas avant la semaine prochaine. Donc c'est une arrivée un peu, on va dire, à la carte, mais on aura dès demain une vingtaine de joueurs qui seront là. D'une discipline à une autre, le 21 juin prochain, les élèves de différentes écoles s'affronteront pour l'édition 2025 du championnat scolaire de taekwondo. À cet effet, les élèves du complexe scolaire La Fontaine d'éveil d'Abomey-Calavi affûtent leurs armes sous le regard de leurs encadreurs. Francis Fahmy nous propose de vivre l'ambiance qui y règne. Suivons plutôt. S'armer pour aller à l'assaut des médailles du premier championnat scolaire de taekwondo, les élèves du complexe scolaire La Fontaine d'éveil d'Abomey-Calavi s'activent pour relever le défi en juin. Nous sommes déjà pour des vacances, les enfants sont déjà prêts parce qu'on les préparait depuis début janvier. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on s'y prépare déjà. Donc je pense qu'à ce niveau, ils sont déjà au top de leur niveau. Je pense que j'ai les meilleurs éléments dans chaque étape de la compétition. Dans la souplesse, dans la course. Il y a les enfants qui ont le cardio, il y a les enfants qui sont souples. Et au niveau du combat, j'ai des enfants qui ont le mental d'aller gagner. De l'intensité, de l'application, de la concentration. Répartis en différentes catégories, les enfants effectuent des exercices sous la houlette des encadreurs afin d'être prêts. J'aime beaucoup pratiquer le taekwondo. Je suis dans la catégorie souplesse et combat. Je participe au tournoi junior. Je suis sûre de remporter des médailles, au moins 2. Je vais me préparer en m'entraînant et en devenant le champion du karaté. Je me sens prêt pour affronter les candidats des autres écoles. Je me prépare en m'apprêtant et en m'entraînant pour avoir 5 médailles. Les membres de l'administration de l'école accompagnent et félicitent les encadreurs. Ce n'est pas un métier facile, il faut avoir un gros cœur et il faut vraiment être un spécialiste, un technicien en la matière. Parce que taekwondo, je crois que c'est un sport qui nécessite tellement de l'énergie, de la réflexion. Parce que je suppose, parce que ça te permet aussi de te défendre. Parce que ces enfants qui aujourd'hui sont en train d'apprendre ce genre de sport, je crois que c'est à l'avenir, ils vont en bénéficier. Il faut le rappeler, le championnat scolaire de taekwondo qui va démarrer le 21 juin prochain va accueillir des enfants venus de plusieurs écoles.
Dernière information pour boucler la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin touche progressivement à sa fin. La 32e journée, riche en intensité et en engagement, a tenu toutes ses promesses pendant que certaines formations se confortent parce que déjà qualifiées, d'autres se retrouvent en difficulté et avec beaucoup d'enjeux. Retrouvez dans cet élément le résumé des matchs issus de la 32e journée de la Ligue Pro de football, une compilation de Romaric Dessougo-Beni. Récapitulatif des matchs de la 32e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Le groupe A a fait une palette d'enseignements sur l'état de forme des clubs à l'approche du sprint final. À Bembereke, Beke Football Club et Dadje se sont neutralisés. 0 but partout. Au stade Omnisport de Parakou, la rencontre entre Dynamo de Parakou et Khodio Football Club s'est soldée par un score nul également, 0 but partout. Dans un choc très attendu, l'Autopopo a arraché une courte mais précieuse victoire 1-0 face au Buffle du Borgou. Sur un tout autre ton, les Panthères ont rugi sur le terrain de Takounen avec un large score 1-4. US Cavalier s'est imposé avec autorité 3-1 face aux Abeilles, affichant un pressing haut et une belle maîtrise dans la zone de vérité. Bani Gansé continue son parcours solide à domicile avec une victoire maîtrisée 1-0 seulement contre Dynamique FC. Enfin, Damissa a livré une prestation solide pour dominer Boa de Sinandé 2-1, confirmant sa bonne dynamique en cette fin de saison. Yaya, vas-y le porteur si tu veux sortir. Non! Hey! Allez! Autre résultat du groupe A, Dynamo d'Abomey a surpris AS Tonnerre 1-0 dans une rencontre où l'agressivité défensive a finalement payé. Espoir FC, fidèle à son nom, a montré du caractère en dominant Real Sport 2-0. Dans le groupe B, des confrontations qui étaient tendues et décisives, Aspac et AS Police se sont quittés 2-2, 0 but partout, dans une rencontre très fermée. Le duel Coton FC et Sitatunga s'est soldé par un nul, 1 but partout.
Asvo s'est montré impitoyable en battant Aziza FC 3-0 avec une performance clinique dans les 30 dernières minutes. Entre Dragon et Aïma, la parité 0 but partout a prévalu dans ce match. Dans un festival offensif, Requin Football Club a dominé à Vrankou en espoir à domicile en mettant en avant une attaque inspirée mais aussi quelques largesses défensives, avons-nous noté. Autre résultat du groupe B, AS Cotonou a signé une belle opération en allant s'imposer contre Étoile Filante, affichant donc une supériorité technique. Adija a bien géré son duel face à la jeunesse athlétique de Kétou, 3-0 avec une grande intensité dès les premières minutes. Enfin, USS Kraké et AS Sobemap se sont quittés également dos à dos dans un match équilibré, rythmé par des duels intenses au milieu du terrain. Classement à l'issue de cette 32e journée se présente comme suit. Dans la poule A, Dadjer est en tête avec 59 points. Deuxième, US Cavalier 56 points. Troisième, Rodio 55 points. Quatrième, Damissa 54 points. Loto 54 points. Cinquième, sixième, Espoir FC. Septième, Dynamo Dabomey. Huitième, Buffle du Borgou. Neuvième, Banigansé. Dixième, Panthère. Onzième, Beke Football Club. Douzième, AS Takounen. Treizième, Bois de Sinandé. 14e, Abeille FC. 15e, AS Tonnerre. 16e, Dynamique FC. 17e, Dynamo de Parakou. Et Real Sport qui est 18e. FM donc la liste A. Dans la poule B, Coton est en tête avec 54 points. Deuxième, Dragon avec 52 points. Troisième, Ayema, 52 points. Quatrième, AS Sobemap, 51 points. Cinquième, ISS Kraké, 47 points. Sixième, Asvo. Septième, GSP. Huitième, AS Cotonou. Neuvième, Aspac. Dixième, Adjidja Football Club. 11e, AS Police, Avranco Omnisport. 12e, 13e, Requin de l'Atlantique. 14e, Sitatunga. 15e, la Jeunesse Athlétique de Kétou. 16e, Aziza Football Club. 17e, Étoile Filante. Et 18e de la poule B, la Jeunesse Sportive de Ouida. Avec ces différents résultats, il faut le dire, la bataille pour les premières places comme pour le maintien s'annonce palpitante. Les derniers matchs s'annoncent décisifs dans cette saison de la Ligue Pro où chaque point compte encore. Encore 2 journées à jouer. Le résultat final reste inconnu sportivement. Votre. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.